qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, C'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, la sirène, mon temps. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne. Et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir. Otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour. J'espère qu'on ne vous a pas trop manqué depuis la semaine dernière. Nous sommes vendredi et il est 18h. C'est l'heure de l'émission Casse-Muraille en direct sur Prune 92 FM ou sur prune.net. Avec nous à l'antenne ce soir, il y a Lise et Clara. Bonjour. Ça va, Lise ? Salut, ouais. Salut, Clara. Salut. Et il y a Tim également qui s'occupe de la technique. Bonsoir, Tim. Salut. Donc, je le rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas, Casse-Muraille, c'est une émission contre les prisons et plus généralement contre toutes les mesures de répression que l'État peut exercer sur nous pour protéger les profits de celles et ceux qui nous exploitent. Je vous rappelle également que vous pouvez nous laisser des messages et dédicaces à vos proches emprisonnés. Donc, il ne faut pas hésiter, l'émission elle sert aussi pour ça. Si vous connaissez des gens qui sont enfermés, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou on peut aussi passer une petite musique pour eux si ça leur fait plaisir. Donc, voilà. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et donc, ce soir, nous avons choisi de rendre hommage à Garbis Dilje, qui est mort le 4 mars après avoir passé la plus grande partie de sa vie sous le contrôle de l'État. Donc, Garbis Dilje était un Arménien de nationalité turque qui a obtenu le statut de réfugié en France. Il a été condamné plusieurs fois pour des attaques à main armée et de la détention de stupéfiants entre 1984 et 1994. Il sort définitivement de prison en 1999, année où il a officiellement terminé sa peine. Cependant, il est sous le coup d'une interdiction de territoire français, impossible à appliquer en raison de son statut de réfugié. La préfecture décide alors de le soumettre à une assignation à résidence sans aucune date de fin. C'est à ce moment que commence une double peine à perpétuité. Là où une personne de nationalité française aurait pu prendre un nouveau départ, Garbis Dilje, du simple fait de sa nationalité étrangère, s'est vu contraint à une vie de confinement avec obligation de pointer tous les jours au commissariat pendant tout le reste de sa vie. Les dernières semaines de sa vie, les gendarmes se rendent même à l'hôpital pour s'assurer qu'il continue à pointer jusqu'à son dernier souffle. L'année dernière, il a été interrogé par France Inter. Je vous propose d'écouter maintenant cette interview. Je ne peux pas me permettre de dire je suis vraiment en prison. Mais je suis dans un lieu défini
avec un mur invisible. Garbis Dilje est assigné à résidence depuis 25 ans. Ce réfugié arménien de Turquie, arrivé à Paris dans les années 70, a été plusieurs fois condamné pour des délits de droit commun. Après 15 ans de prison, il a été envoyé vivre en Creuse dans un périmètre restreint. On est à peu près 10 km de chez moi. Je commets une infraction si je vais quelques centaines de mètres. Chaque fois que je dois bouger, je dois m'adresser au préfet. C'est à son bon vouloir. Guéret, chef-lieu de département, je n'ai pas le droit d'aller, alors que tous les services d'État, par exemple, se trouvent là-bas. Je supporte l'insupportable, et ce depuis 25 ans. Une assignation à résidence aussi longue est un cas hors norme. En réalité, Garbis Dilje a fait l'objet de plusieurs arrêtés d'expulsion, mais il est protégé par son statut de réfugié. Pour retrouver sa liberté, il doit détricoter de nombreuses décisions administratives, dont certaines relèvent de l'absurde, comme ce titre de séjour lui interdisant de chercher un emploi tout en indiquant qu'il peut travailler. La justice m'a condamné parce que j'ai commis un délit, c'est tout à fait normal. Mais en sortant de la prison, j'ai été confié aux autorités du côté du ministère de l'Intérieur. Ils m'ont mis du côté et ils ont laissé passer le temps en pensant que je vais me sauver d'ici. Ils ont foutu ma vie en l'air. J'ai plus 20 ans et je suis arrivé ici à l'âge de presque 40 ans. Actuellement, j'ai 67 ans. Je suis arrivé à un stade, le dernier stade de ma vie. J'espère que tout va ça va finir le plus tôt possible afin que je puisse me réserver quelques années au moins pour vivre normalement. Garbis Dilje espère pouvoir bientôt retourner vivre à Paris et renouer avec sa famille. Un cabinet d'avocats a décidé de l'aider bénévolement depuis quelques mois et a notamment saisi le défenseur des droits. Donc, vous venez d'écouter une interview de Garbis Dilje qui a été interviewé avant sa mort. Je rappelle, il est mort du coup le 4 mars de ce mois-ci. On a voulu parler de ce sujet-là parce que on parle beaucoup de la prison, mais on ne parle pas toujours des autres mesures de privation de liberté ou les autres mesures pénales ou judiciaires. Alors là, c'est plus une mesure pénale, c'est une mesure administrative du coup. Mais on trouve que c'est aussi l'assignation à résidence, c'est quelque chose qui peut être très lourd et qui peut aussi tomber là, sur quelqu'un, des fois avec vraiment peu de contrôle, et qui peut avoir des conséquences sur la durée, en fait. Et je ne sais pas si vous vouliez réagir un peu à ça. Oui, c'est en fait la situation de Garbis Dilje, elle est particulière parce qu'il y a peu de personnes quand même qui restent assignées à résidence aussi longtemps. C'est du fait qu'il a une interdiction de territoire français qui est pas possible à mettre en œuvre et que je sais pas dans son cas s'il a souhaité trouver un autre pays qui accepte de l'accueillir ou s'il a pas souhaité et que donc il est resté assigné à résidence, mais il y a d'autres personnes qui sont concernées par ce problème. Je ne sais pas combien il y a de personnes assignées à résidence dans cette situation précise, d'avoir une interdiction de territoire français qui est complémentaire à une peine de prison et à une peine pénale, et qui a une interdiction de territoire français, donc pénale, mais qui ne peut pas être mise en œuvre parce que il ne peut pas être expulsé vers son pays de nationalité. Mais du coup, je sais plus où je voulais en venir. Enfin, si, c'est que c'est des situations de vie qui paraissent complètement ouf quand on les découvre, parce qu'il y a des contraintes qui font que, d'une part, tu sais pas quand ça va s'arrêter cette histoire. Ça peut durer des dizaines d'années, comme dans le cas de Garbis Dilje. Et les contraintes sont énormes et elles paraissent être un peu, empêcher complètement d'avoir une vie. De construire une vie à peu près correcte. Et du coup, la liste des contraintes, elles sont prévues par la loi. C'est de résider dans les lieux qui sont fixés par la décision. Donc là, c'est
le ministre de l'Intérieur qui décide où tu as le droit de vivre et où tu dois vivre, donc dans quel bled en général, parce que c'est des villages qui choisissent. Se présenter plusieurs fois à la police ou à la gendarmerie pour pointer, ça peut être jusqu'à 4 fois par jour. Et ne pas dépasser un certain périmètre autour de chez soi, qui est, là, il disait dans Garbis Dilje, quand on l'entendait, je crois que c'est 35 kilomètres autour de chez lui, mais il y a d'autres personnes qui sont concernées par cette situation de vie, qui ont des périmètres plus petits. Il peut y avoir aussi des plages horaires de présence obligatoire dans la résidence, enfin dans l'endroit dans lequel la personne vit. Et ce qu'il raconte aussi, c'est que là, le périmètre, ça inclut pas la ville de Guéret, qui est quand même dans la Creuse, la grande ville qui est proche, dans lequel il n'a pas le droit d'aller, ou sauf exceptionnellement en faisant une demande de dérogation à la préfecture, qui peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Donc c'est tout le temps une négociation en permanence et avec aucune possibilité de pression. En fait, c'est l'arbitraire de la préfecture qui décide, qui a un pouvoir de décision très fort sur sa vie, quoi. Donc, je sais pas, moi, ça me fait penser aussi à l'augmentation là, des mesures administratives. J'ai l'impression que c'est quelque chose de progressif là, qui s'étend petit à petit. Ça avait été vraiment le cas pendant l'état d'urgence en 2015 suite aux attentats du Bataclan, où il y avait eu énormément de mesures administratives pour assigner à résidence toute personne qui était vaguement soupçonnée par la police de pouvoir faire du trouble à l'ordre public, avec des gens qui sont restés assignés à résidence pendant très longtemps sous ce régime-là. Et quand l'état d'urgence a été levé, il y a une loi qui est passée, la loi de sécurité intérieure de lutte contre le terrorisme, qui a fait rentrer des dispositions dans la loi ordinaire, qui étaient des dispositions qui étaient censées être exceptionnelles pour l'état d'urgence. Et il y a des mesures qui s'appellent les MICAS, c'est les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, qui permettent maintenant à la préfecture, donc c'est le pouvoir discrétionnaire du préfet, il a juste à décider, tiens, telle personne, j'ai l'impression qu'elle pourrait faire du trouble à l'ordre public. Et donc il n'y a pas besoin de condamnation pénale, hein, c'est juste d'ordre administratif. Et le préfet peut décider d'assigner à résidence telle ou telle personne pour des durées plus ou moins longues. Ça a été beaucoup mis en œuvre pendant les Jeux Olympiques là, en 2023, l'année dernière. Il y a 2024, l'année dernière, oui, voilà. Merci. Oui, c'est toujours les années paires, les Jeux Olympiques. Ouais. Oui, 2024. Et du coup, c'était pas que des assignations à résidence, hein, aussi, c'est des gens qui ont été interdits de certains périmètres, des gens qui ont été interdits de travailler dans le cadre des Jeux Olympiques, mais sur la base de vraiment pas grand-chose, où les gens eux-mêmes, des fois, ne savaient pas, devaient se justifier auprès de leur employeur en disant, tiens, l'entreprise a eu un contrat pour aller travailler aux Jeux Olympiques, les 5 autres salariés de l'entreprise ont été acceptés et la 6e, non. Et en fait, la personne doit se justifier auprès de son employeur de trucs qu'elle ignore complètement, qui ont été décidés à son insu sur la base de fichiers de police secrets. Et du coup, elle ne sait même pas forcément le justifier de pourquoi elle n'a pas eu le droit d'aller travailler pour les Jeux Olympiques. Peut-être ça nous éloigne un peu des assignations à résidence. Non, mais ce que tu dis, c'est une emprise du pouvoir administratif sur la vie des gens qui paraît avoir des limites vraiment très larges et que en fait, c'est des choses auxquelles on réfléchit peu dans la question anticarcérale, mais qui pourtant, c'est vraiment un pouvoir de contrôle de ouf sur les gens. Et là, du coup, c'est des assignations à résidence de plus courte peine, donc qui mettent pas les gens en galère pendant des dizaines d'années dans leur vie, mais qui viennent quand même avoir des conséquences sur leur vie. Et moi, je repensais à la situation des personnes qui, du coup, ont une interdiction définitive de territoire français et qui, du coup, restent assignées à résidence tant qu'elles partent pas vivre dans un autre pays, mais sachant que ça se fait pas comme ça. Je me dis,
Ah, au bout d'un moment, le pouvoir administratif, il pourrait aussi se dire: «Bon, bah, cette personne, on n'arrive pas à l'expulser, c'est pas grave. Au bout d'un moment, on va juste la laisser faire sa vie et les laisser tranquilles». Mais non, il y a une forme d'acharnement qui est criante, enfin, on a l'impression vraiment que c'est une forme de sadisme de: «Vas-y, cette personne, je vais lui niquer sa vie, c'est pas grave, ça me fait plaisir, c'est gratuit» Bah oui, et c'est un peu flippant, quoi. bah, pour les gens qui sont au pouvoir, nos vies, elles ont pas beaucoup de valeur en fait, c'est là qu'on s'en rend compte. Ouais, bien Mmh. sûr, mais c'est des achats. Moi, ce qui me rend ouf, c'est que c'est des acharnements qui durent sur des dizaines d'années Ouais. et Mmh. que le ministre de l'Intérieur, pour les assignations à résidence, des personnes qui ont une interdiction définitive de territoire français, il doit renouveler sa décision tous les 6 mois quand même et la redire et cetera et à des moments, ils font déménager les gens du jour au lendemain, à des centaines de kilomètres des endroits où ils ont commencé à construire une vie de famille, enfin, j'ai en souvenir, d'autres situations de d'autres personnes qui sont assignées à résidence comme ça, où, ils du coup, enfin, leur vie de famille, elle est éclatée en permanence et par exemple, si, tu as une compagne qui enfin, là, j'ai l'exemple d'un cas d'une personne, sa compagne, elle doit accoucher, elle est enceinte et en fait, il peut pas l'accompagner parce que l'hôpital, il est pas dans le périmètre et du coup, il lui faut l'autorisation pour y aller. Et sachant que c'est des mesures où tu risques de la prison ferme à chaque fois que tu les enfreins. Mmh. Ouais, je crois que c'est 3 ans de prison et 15 000 € Mmh. si tu enfreins la mesure, et puis c'est 1 an si tu enfreins certaines conditions de la mesure. Et ouais, cet acharnement, il est aussi, enfin, il est sur les personnes qui n'ont pas de papier français, beaucoup. Et c'est notamment une des alternatives au centre de rétention, la mesure d'éloignement. Parce que cette mesure d'éloignement, elle est beaucoup donnée aux personnes qui reçoivent des OQTF assez récentes, enfin de moins de 3 ans. Et c'est une des alternatives quand ils subissent de la répression policière, qui sont emmenés en rétention, c'est les centres de rétention administratifs, la sortie sans suite ou les mesures d'éloignement. Et c'est Et souvent vu comme la chose un peu positive parce que ça les amène pas en CRA, mais en fait, c'est des milliers de personnes et là, c'est vraiment la période en ce moment où les OQTF, elles sont de plus en plus données. et après on parle d'alternative, mais en fait, c'est Ouais. pas une alternative, s'ils ont envie de mettre ces gens-là en CRA, les gens qui reçoivent l'assignation en CRA, ils vont les mettre en CRA et c'est juste que c'est une mesure en plus qui est plus simple pour eux à mettre en œuvre et qui s'ajoute plutôt à rien qu'être à la place du CRA. Donc c'est une façon de présenter les choses, on a l'habitude de dire que c'est une alternative comme si c'était positif, mais en fait, ça l'est pas. Oui, puis surtout, c'est beaucoup de personnes hyper. Enfin, ça peut être appliqué à beaucoup de personnes hyper précaires et du coup, c'est des assignations à résidence en fait chez des tiers beaucoup et enfin dans des conditions. Tu voulais dire. Oui, oui, bah, je vais lui dire, oui, Clara, avant l'émission, là, tu nous lisais le CCEDA et le code d'entrée et de séjour des étrangers. Et la manière dont c'était formulé, c'était en gros, ben, si l'interdiction de territoire ne peut pas être appliquée, gentiment, la préfecture peut accorder exceptionnellement une autorisation de rester sur le territoire français, assortie d'une assignation à résidence. Et donc, c'est même présenté comme une faveur que l'État fait. T'as pas le droit d'être sur le territoire français, mais allez, si tu restes dans les 50 mètres carrés de ta maison, je vais être grand prince, j'accepte que tu restes là. Mais c'est vraiment parce que j'ai pas de possibilité de t'expulser. Enfin, c'est un peu fou comment c'est présenté. En même temps, enfin là en ce moment, ils sont en train de distribuer les OQTF à vraiment tout le monde et enfin je sais pas, ils n'ont pas encore construit assez de prisons et de CRA et du coup ça les arrange bien ces mesures aussi. Mmh. Et d'ailleurs, l'assignation à résidence, elle est utilisée vraiment, massivement, contre les personnes sans papier, qui se voient délivrer une OQTF. En 2022, il y avait 19 427 personnes qui avaient reçu, une assignation à résidence. Et Dans ce cadre-là. là, bon, je sors un peu du sujet, mais avec la nouvelle circulaire Retailleau, toutes les personnes qui ont demandé des titres de séjour depuis 2 ans, la plupart rentrent plus dans les clous pour l'obtention de leur titre de séjour. Ils vont tous avoir des OQTF parce qu'ils rentreront pas, ils en auront. Et que ça aussi, c'est dans la nouvelle circulaire, ça va être des OQTF délivrés systématiquement en cas de refus de demande de titre de séjour. Du coup, 2 ans de personnes qui font des demandes. Enfin voilà. C'est même encore plus parce que les préfectures prennent aussi plusieurs années avant d'ouvrir les dossiers et tout ça. Moi, je me dis, c'est peut-être le moment de faire une petite pause musicale. Clara, tu nous avais choisi une musique Oui, c'est Shai 17.
17, n'appelle pas la police. 17, dans le cœur j'ai des millis. 17, le gang il est solide. 17, n'appelle pas la police. 17, dans le cœur j'ai des millis. 17, le gang il est solide. 17, un de ces jours je vais disparaître. Et me fatigue ce putain de game. La quicheta est colorée. Ils savent très bien c'est qui la reine. Et t'applaudis comme d'hab. Là la folie assise comme d'hab. Que des jaloux comme d'hab. Mais bon tranquille, je m'en tape. 17, n'appelle pas la police. 17, dans le cœur j'ai des millis. 17, le gang il est solide. 17, n'appelle pas la police. 17, dans le cœur j'ai des millis. 17, le gang il est solide. 17, bad bitch, fais monter la chaleur. Demain c'est trop loin, après l'heure c'est plus l'heure. Pareil que t'es dans v'là les galères. Moi je suis dans mes dièses et je fais un salaire de fou. C'est méchant, j'cala parce que me disent les gens. C'est méchant, pétasse. Hey, 17, n'appelle pas la police. 17, dans le cœur j'ai des millis. 17, le gang il est solide. 17, n'appelle pas la police. 17, dans le cœur j'ai des millis. 17, le gang il est solide. 17, le gang il est solide. Le gang il est solide. Le gang il est solide. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Et donc vous êtes toujours sur Casse-Muraille. Donc on parlait des assignations à résidence. On s'est dit que on n'avait peut-être pas été très clair. Il y a plusieurs régimes, il y a plusieurs causes différentes d'assignation à résidence. Il y a les assignations à résidence judiciaire qui sont décidées par la justice. Donc c'est le cas par exemple des contrôles judiciaires avant un procès ou alors en fin de peine quand il y a en aménagement de peine. On part avant la fin de sa peine et du coup la peine elle est aménagée et il peut y avoir des mesures de contrôle judiciaire comme par exemple l'assignation à résidence. Donc ça c'est décidé par les juges, par le pouvoir judiciaire. Et autrement, il y a les mesures administratives. Il y a la mesure du coup de Garbis Dilge qui vient d'une décision. Il y a une décision judiciaire à un moment qui a abouti à une condamnation pénale et à une interdiction de territoire français. Donc l'interdiction de territoire français, c'est aussi une mesure judiciaire et qu'on appelle la double peine parce que pour un même délit, c'est une peine qui va être en plus juste parce que la personne elle est étrangère. Et c'est la préfecture qui est chargée de faire appliquer l'interdiction de territoire français, qui ne peut pas l'appliquer dans cette circonstance précise parce que, dans le cas de Garbis Dilge, c'est un réfugié politique, et qui du coup a la possibilité d'assigner la personne à résidence. Donc c'est quand même une décision administrative qui fait suite à la décision judiciaire, parce que c'est le préfet qui la prend sans avoir de compte à rendre là-dessus. Le ministre de l'Intérieur même, il me semble. Le ministre de l'Intérieur, oui. Et aussi, il y a le cas des étrangers, étrangères qui sont sous le coup d'une OQTF. Donc ça, c'est une mesure purement administrative. Et le pouvoir administratif, là, pour le coup, le préfet, peut décider de les assigner à résidence. Donc ça fait 3 cas de figure quand même un peu différents. Et non, et j'ai pas dit aussi, et les MICAS dont j'ai parlé, là, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, qui sont aussi décidées par le préfet, juste d'après des fichiers de police ou d'après des informations diverses. Ça peut être des polémiques médiatiques qu'il y a eu sur telle ou telle personne.
le préfet se dit: «Ah, bah, c'est vrai que telle personne, le fait qu'elle soit en liberté, ça choque beaucoup des personnes de l'extrême droite. C'est mon devoir de les rassurer. Je vais assigner cette personne à résidence». Voilà, je pense que c'est les différents cas de figure un peu de l'assignation à résidence. Merci. Donc en gros, c'est un outil de contrôle de l'État qui est très répandu et utilisé dans de multiples situations. Tout à fait. Oui, Tim, tu avais un livre à nous conseiller, je crois. Ouais, c'est une petite référence là, juste pour rester dans le thème. Du coup, c'est un bouquin qui a été signé par Kamel Daoudi, qui a été publié aux éditions du Bout de la Ville et qui s'appelle Je suis libre, trois petits points, dans le périmètre qu'on m'assigne. Voilà, et du coup, c'est quelqu'un qui a assigné à résidence depuis 2008 et du coup qui témoigne de ce que ça fait, de tout ce côté kafkaïen en fait de l'assignation à résidence et de comment ça vient pourrir la vie de famille, les liens, le fait de pouvoir travailler et tout. Voilà, et du coup, je tiens à préciser que les éditions du Bout de la Ville, c'est des camarades et c'est des gens qui peuvent envoyer des bouquins gratuitement en prison. Donc si ça vous intéresse aussi en tôle, c'est possible de leur écrire ou de nous écrire et on transmettra. En tout cas, voilà, c'est possible de De recevoir ce bouquin. de le commander, voilà. Et pour nous écrire, Et pour nous écrire, c'est à Casse-Muraille, chez B17, 17 rue Paul Belamy, 44 000, Nantes. Voilà, pour les gens qui ont accès au téléphone ou à Internet, c'est possible aussi de nous envoyer un petit message par téléphone. Notre numéro, c'est le 07 98 82. Non, 07 82 98 43 59. Mets-nous la virgule, comme ça au moins on est sûr de ne pas se tromper sur le numéro de téléphone. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Merci beaucoup. Peut-être un petit point agenda. Donc, comme vous le savez, on essaye aussi de vous tenir un peu au courant des luttes qui existent contre le projet de construction d'un centre de rétention à Nantes, qui est quand même aussi une forme de prison. Là, on voulait vous inviter au festival qui est organisé par la coordination Colère. La semaine prochaine, le samedi de la semaine prochaine, donc ça tombe le 5 avril. C'est aux ateliers de Beach Magellan à Nantes et c'est à partir de 14h. Enfin, vous pouvez trouver le programme. Il y a des rencontres et des discussions toute l'après-midi et un concert le soir. Et dans une demi-heure, il y a la diffusion du film Un seul héros, le peuple, organisé par Kifa à la dérive à Nantes. Un film de Mathieu Rigouste. Voilà. Il y avait des infos par rapport à Fabrice Boromé. Oui, Fabrice Boromé, donc on vous a diffusé un extrait de L'Envolée qui résumait un peu la situation dans laquelle il se trouvait récemment la semaine dernière, dans notre émission de la semaine dernière. Fabrice Boromé, c'est un prisonnier guadeloupéen qui est enfermé dans les prisons hexagonales depuis 2011. Merci. Et qui réclame à être transféré en Guadeloupe. Et donc là, récemment, il était donc à l'isolement à la prison de Vendin-le-Vieil, à la centrale. Et il subissait là-bas un harcèlement raciste des matons. Et donc, il réclamait au minimum le transfert de cette prison, de quitter cette prison. Et donc, il y a eu une campagne qui a été mise en place. Lui-même, il a fait appel à toutes les strates hiérarchiques de l'administration pénitentiaire pour pouvoir obtenir son transfert. Et il a fini par l'obtenir. Donc, il a été transféré à Valence. Ouais, pour une fois, ça a marché, c'est chouette. Oui, bonne nouvelle. La vraie bonne nouvelle, c'est quand il sera transféré en Guadeloupe et puis qu'il sortira de prison là-bas. Ouais, c'est sûr. Enfin, la vraie bonne nouvelle, c'est quand il n'y aura plus de prison du tout. Ouais, c'est vrai. Merci d'avoir écouté cette émission. Je pense qu'on arrive à la fin. Donc, toujours pareil, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez témoigner ou porter vos propres analyses sur les prisons. Si vous voulez transmettre des messages à vos proches qui sont enfermés, la radio, des fois, ça permet à ce que les gens puissent entendre, même s'ils n'ont pas accès à Internet. Et puis, on sera très content de vous retrouver à la même heure la semaine prochaine. Au
Au revoir. Salut. Casse-muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.